Les relations internationales concernant l'Europe dans les années 20 sont marquées par deux périodes bien distinctes. Une période marquée par des crises et des difficultés de 1919 à 1924 et une période d'apaisement de 1925 à 1929. Les traités de paix ont été signés en 1919-1920, restait maintenant à les faire appliquer. Mais désormais, les relations internationales doivent composer avec la Société des Nations, l'ASDN. L'ASDN qui avait été créée par la volonté du président américain Wilson et qui avait été donc créée avec la signature du traité de Versailles de juin 1919. Alors, l'ASDN souhaite insuffler une nouvelle philosophie dans les relations internationales. Fini la diplomatie secrète, il faut désormais instaurer une transparence dans les relations internationales. C'est par des négociations collectives et par la reconnaissance de l'égalité des droits entre les peuples qu'il faut arriver à obtenir des arbitrages afin d'éviter tout nouveau conflit. Oui, mais la SDN, dès le départ, va être confrontée à deux difficultés majeures. La première, c'est qu'elle ne dispose pas de force coercitive. Il n'y a pas d'armée de la SDN pour faire appliquer finalement la paix dans le monde. Et deuxième élément, en mars 1920, le Sénat américain va refuser de ratifier le traité de Versailles. Pourquoi ? Le Sénat, à majorité républicaine, veut recentrer les affaires des États-Unis sur le continent américain, ne pas trop lier le destin des États-Unis avec les affaires européennes. D'autre part, les sénateurs républicains reprochent au président Wilson de ne pas vouloir amender le projet, ce qui va amener à une opposition claire. Les États-Unis donc rejettent le traité de Versailles. Le refus de la ratification du traité de Versailles par les États-Unis va avoir une conséquence directe sur les relations internationales en Europe. En effet, lorsqu'en France, on apprend que le traité de Versailles n'a pas été ratifié par les États-Unis, cela est perçu comme une remise en cause de la sécurité collective garantie par les anglo-saxons vis-à-vis de l'Allemagne. De fait, la France va nouer de nouvelles alliances militaires en cas de nouvelle guerre avec l'Allemagne, en 1920 avec la Belgique, en 1921 avec la Pologne, en 1924 avec la Tchécoslovaquie. Mais pour les Français, le meilleur moyen de garantir la sécurité du pays, c'est de faire en sorte que l'Allemagne soit à genoux en faisant appliquer strictement les clauses du traité de Versailles. Et notamment en faisant en sorte que l'Allemagne paye les réparations de guerre comme il est prévu par l'article 231 du traité. Le traité de Versailles parlait des réparations de guerre. C'est en juillet 1920, lors de la conférence de Spa, que vont être fixées finalement les répartitions de ces réparations de guerre. On n'a pas encore le montant, mais il est prévu que la France touche plus de la moitié des réparations de guerre qui seront versées par l'Allemagne. C'est lors du printemps suivant, en 1921, que ces réparations sont fixées à 132 milliards de marks or. Alors, si les Français souhaitent mettre à genoux l'Allemagne, ce n'est pas du tout le cas du Royaume-Uni et des États-Unis. Ils ne souhaitent pas mettre à genoux le pays, considèrent que le pays n'est plus un danger du fait de son désarmement avec le traité de Versailles, et au contraire, ils souhaitent ménager l'Allemagne, parce que l'Allemagne peut être un partenaire économique majeur vers lequel peuvent converger les investissements, notamment industriels. Les anglo-saxons souhaitent donc ne pas mettre à genoux l'Allemagne, mais au contraire, ils sont très inquiets de voir s'affirmer une hégémonie française sur le continent. En effet, les Français se retrouvent dans une situation économique favorable. Avec le retour de l'Alsace et de la Moselle, ils récupèrent un potentiel industriel important. Il faut dire aussi qu'ils peuvent exploiter pour leurs besoins les charbonnages de la Sarre, territoire placé sous mandat de la SDN jusqu'en 1935, et désormais il n'y a plus d'obstacle à la pénétration du marché allemand des produits français. Les anglo-saxons craignent cette hégémonie économique, mais ils craignent également une hégémonie militaire. En effet, lors de la conférence de paix, Clémenceau n'avait pas obtenu des alliés une présence interalliée en Rhénanie pour prévenir toute nouvelle invasion de la part de l'Allemagne. Par contre, l'ancien président du Conseil avait obtenu la démilitarisation de la Rhénanie et la présence de troupes françaises sur 3 têtes de pont sur le Rhin, ces 3 têtes de pont étant Coblence, Cologne et Mayence. Eh bien, c'est en profitant de cette situation favorable que les Français vont faire un véritable coup de force en 1923 qui va relancer vivement les tensions en Europe. En effet, en janvier 1923, le président du Conseil, Raymond Poincaré, l'ancien président de la République pendant la Première Guerre mondiale, va décider de faire entrer des troupes françaises dans la Ruhr. Pourquoi cette décision ? Elle s'explique par 3 raisons. La première, c'est qu'en 1922, les Français ont été très inquiets de voir que les Allemands étaient en train de rompre leur isolement diplomatique. En effet, les Allemands s'étaient rapprochés de l'URSS par le traité de Rapallo, qui prévoyait un rapprochement économique entre les deux pays. Deuxième élément, nous sommes à l'été 1922, les Américains et les Britanniques demandent à ce que la France rembourse les dettes contractées envers eux pendant la guerre. Enfin, et c'est le troisième élément qui va déclencher véritablement l'intervention, c'est que le gouvernement allemand, pendant cet été 1922, se dit être incapable de payer les réparations de guerre et demande un moratoire de 6 mois. Eh bien, pour les Français, c'est pas compliqué. Si les Allemands ne peuvent pas payer, on va aller se payer en nature, en saisissant la production minière de la Ruhr. En janvier 1923, les troupes françaises pénètrent dans cette région allemande
Et tout de suite va se mettre en place une résistance passive de la part des Allemands. On va avoir un mouvement de grève généralisé qui va toucher plus de 2 millions d'ouvriers très rapidement. Il va y avoir des heurts entre troupes françaises et grévistes, notamment dans les usines Krupp à la fin mai 1923. Il va y avoir des victimes. Les Français vont faire passer en conseil de guerre un ouvrier allemand qui avait sabordé un train militaire français. Cet ouvrier sera fusillé. Cette résistance passive de la part des Allemands, d'ailleurs, est financée par le gouvernement allemand. Et puis, finalement, cette situation difficile, Poincaré avait entraîné l'expulsion de 150 000 Allemands. Il avait fait venir des ouvriers et des mineurs français et belges pour remplacer les grévistes. Cette situation va durer jusqu'en septembre 1923, lorsque le gouvernement allemand va décider de l'arrêt de cette résistance passive. Pourquoi ? Le gouvernement dirigé par Gustav Stresemann est confronté à une crise économique majeure. En effet, le pays est touché par une hyperinflation. Imaginez-vous, en novembre 1923, $1 s'échangera contre 2500 milliards de marks. Et donc, face à cette situation économique dramatique, les Allemands abandonnent cette résistance passive. Du côté français, Raymond Poincaré va finalement assouplir les conditions d'occupation de la Ruhr lorsqu'il va voir que cette résistance passive s'est interrompue. Pourquoi ? Parce que Poincaré est conscient d'une première chose, il est soucieux tout de même de la légalité. Il sait très bien que ce que sont en train de faire les Français, c'est une violation du droit international, c'est un coup de force. Deuxièmement, la France n'a aucun intérêt à ce que l'Allemagne soit mise à genoux économiquement parlant, puisqu'après tout, elle était là pour que les Allemands payent leurs réparations. Et puis troisièmement, les Français sont confrontés eux également à des difficultés financières, ce qui les force à se tourner vers les banques anglo-saxonnes pour demander de l'argent, notamment vers la banque Morgan. Et par ce biais, les anglo-saxons qui voient d'un très mauvais œil cette occupation française de la Ruhr, ils vont faire pression sur les Français, et donc pour les inciter à évacuer la Ruhr. En 1924 sera adopté le plan Dawes. Ce plan prévoit un rééchelonnement du paiement des réparations de guerre de l'Allemagne. Et par l'adoption de ce plan, cela permet de faire diminuer d'un cran les tensions. Et les Français, en 1925, vont se retirer totalement de la Ruhr. Cette occupation de la Ruhr par les troupes françaises marque une des limites fortes de la SDN. En effet, lorsqu'une puissance majeure refuse de recourir à l'arbitrage, la SDN est impuissante à faire appliquer le droit international. Dans la première moitié des années 20, la SDN va connaître d'autres échecs. En effet, en 1923, elle ne va pas pouvoir empêcher l'annexion du territoire de Memel, en Prusse orientale, habité par des Allemands, annexion effectuée par la Lituanie. Un an plus tard, elle sera également impuissante à empêcher l'annexion du territoire de Fiume, une ville portuaire de l'Adriatique, annexion effectuée par l'Italie fasciste de Benito Mussolini. Mais on a tendance à retenir toujours que les échecs de la SDN. Or, elle va connaître déjà des succès dans la première moitié des années 20. En 1921, elle va trancher dans un litige qui oppose la Yougoslavie et l'Albanie sur le tracé frontalier entre les deux pays. En 1922, elle va proposer un arbitrage sur le partage du territoire de la Haute-Silésie, territoire à cheval entre l'Allemagne et la Pologne, arbitrage qui va être accepté par les gouvernements polonais et allemands. Mais c'est surtout dans la deuxième moitié des années 20, avec un apaisement marqué dans les relations internationales, que la SDN va pouvoir jouer pleinement son rôle.